Bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc, enchantée à tout le monde. Donc, du coup, juste petite précision. Donc, Alizée Joseph Rose, je suis chargée de projet innovation santé au sein de Clubster NSL. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'innovation pour la mobilité des personnes âgées à domicile. Donc, juste à titre informatif, le webinaire, il sera enregistré. Donc, vous pouvez le voir sur votre gauche. Donc, il sera disponible aussi en replay, hein, sachant qu'il y a des personnes qui sont inscrites mais qui ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça leur permet de pouvoir revisionner, je dirais, le webinaire. Voilà. Donc, comment le webinaire va s'organiser aujourd'hui? Alors, ce sera en deux temps. Nous aurons d'abord une présentation de 3 intervenants sur du coup l'innovation pour la mobilité des seniors. Et puis ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Donc, vos micros, a priori, sont coupés hein, de façon automatique. Pour autant, vous pourrez prendre la parole durant ce temps de questions-réponses. Voilà, donc au niveau de nos intervenants aujourd'hui, ils sont 3. Donc nous avons Camille Sandevoir qui est responsable de l'incubateur Eurasenior. Nous avons ensuite Manuela Basso qui représente la société Ergoflix. Bonjour Et à ensuite, notre troisième intervenant, ce sera Philippe Formestro, du coup de la société Pepstrike. Oui, bonjour à tous. Donc voilà. Donc peut-être, du coup, j'ai donné la main à Camille, pardon, et te laisser du coup faire ta présentation. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin. Je vais du coup lancer le partage de la présentation. À l'idée, du coup, j'ai peu de visibilité maintenant s'il y a jamais des questions ou autres qui interviennent. Donc, Oui. je te laisserai éventuellement me le signaler. D'accord, très bien. Donc bonjour à tous, enchantée de vous retrouver ce matin pour cette intervention sur la mobilité des seniors. Donc peut-être avant toute chose, je vais donc rapidement me présenter. Donc moi je suis Camille Sandevoir, comme l'a dit Alizée, je suis responsable de l'incubateur Eurasenior. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Eurasenior? Eurasenior, on est le premier incubateur en Silver Economy d'Europe. Alors qu'est-ce qu'un incubateur? Nous sommes là pour accompagner le développement d'innovation auprès de startups, donc des projets qui arriveraient avec des idées jusqu'à l'accompagnement de projets plutôt en développement, voire même des entreprises qui souhaiteraient éventuellement développer une nouvelle orientation sur le secteur des seniors et développer des innovations pour les aider sur tous les sujets autour de la création de projets innovants, que ce soit le financement, le business model, le développement de l'ergonomie de solutions. Donc, on les accompagne sur toutes ces solutions-là. La Silver Economy, c'est, comme vous le savez tous, un secteur qui touche la personne âgée, mais aussi l'aidant. Et aujourd'hui, la prise en charge de la personne âgée nécessite de la prendre dans son ensemble et dans l'ensemble de son environnement. Et donc, on accompagne réellement des projets qui vont à la fois sur des problématiques de santé, mais aussi de l'inclusion numérique, des solutions de fintech, du divertissement, du tourisme, de la mobilité. Et tous ces sujets-là sont importants pour pouvoir développer des nouvelles solutions et prendre en charge la personne âgée aujourd'hui et demain. Donc pour ce faire, on a 3 programmes d'accompagnement. Un programme START qui permet d'accompagner des projets en idéation, un programme d'incubation qui permet d'accompagner des projets pendant à peu près 2 ans, juste avant la création jusqu'au moment où ils ont une preuve de concept et un premier roulement chiffre d'affaires ou financement conséquent type levée de fonds pour pouvoir développer leurs produits. Et puis enfin, un programme d'accélération qui permet d'accompagner le déploiement de ces projets-là sur la solution donc au national, à l'international, mais aussi d'accompagner des projets d'entreprise qui souhaiteraient justement avoir une diversification de leur activité sur la Silver Economy et développer de nouvelles solutions. Eurasenior a été créé il y a 2 ans et depuis, on a accompagné plus de 58 projets. Donc vous avez quelques illustrations dessous. Et puis nous avons également une convention d'affaires qui est portée donc par Aging Fit qui a lieu tous les ans et à laquelle Eurasenior est associé pour pouvoir justement continuer de promouvoir l'innovation pour les seniors.
Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la thématique de ce matin, je voulais remettre rapidement dans le contexte, mais je pense que la majorité des personnes qui sont ici connaissent déjà bien ces tendances-là. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par senior? Aujourd'hui, on a vraiment de nombreuses définitions et des âges très différents qui peuvent ressortir quand on parle de senior. Pour l'OMS, pour rappel, on est sur 60 ans et plus. Pour l'INSEE, on parle de senior à partir de 65 ans et plus. Mais ce qui est important aussi à voir aujourd'hui, c'est que pour tout ce qui est études marketing et du coup développement de nouvelles solutions, les entreprises ont plutôt une tendance à regarder 50 ans et plus, voire même dans certains univers à partir de 45 ans. Et donc de commencer à réfléchir des solutions pour ces personnes-là dès cet âge-là. Et c'est un élément important puisqu'on sait aujourd'hui qu'au plus une personne va être engagée tôt dans une démarche de faire attention justement aux solutions qu'il va mettre dans son quotidien, au plus ces solutions vont être intégrées et donc vont permettre justement de s'ancrer dans la durée, et notamment sur tout ce qui va être prévention auprès du senior, accompagnement au maintien de l'autonomie du senior. Au plus on travaille tôt sur des solutions qui vont l'aider dans son quotidien, au plus on sait que les choses vont être intégrées et on aura des chances de pouvoir avoir un impact fort sur le maintien de l'autonomie. Un enjeu, bien évidemment, extrêmement important en France aujourd'hui, puisque, vous le savez tous, aujourd'hui, c'est déjà 21% de la population qui est représentée par les seniors. En 2050, on sera à plus de 25% qui seront des seniors et donc un vrai besoin de pouvoir travailler et développer des solutions pour eux. Alors, l'enjeu de la mobilité, je remercie notamment d'ailleurs Club Sur la Selle de l'aborder aujourd'hui parce que c'est un véritable enjeu. On a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment de la question du maintien à domicile. C'est vrai que le Covid et la situation post-Covid a développé énormément d'actions de manière à pouvoir maintenir les patients à domicile, les seniors à domicile, de pouvoir aller dans cette politique du aller vers pour aller justement identifier les personnes qui sont isolées et favoriser l'inclusion sociale, favoriser le maintien de ces personnes-là dans un système bienveillant, un système qui leur permet d'être le mieux possible et le plus longtemps possible à domicile. On a du coup travaillé sur le fait de rendre le domicile attractif, le rendre sécuritaire, de faire véritablement une alternative à l'EHPAD, de travailler aussi des services de soins qui vont pouvoir venir s'annexer et s'intégrer autour du domicile. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut venir compléter cette politique du aller vers qui a permis de rendre le domicile visible et confortable par une politique qu'on appelle plutôt du faire venir, qui est de dire les personnes qui sont aujourd'hui chez elles ont besoin de continuer à être connectées et d'avoir du lien social et d'être connectées avec leur environnement, de pouvoir développer de l'autonomie. Et donc ça veut dire aussi vivre avec l'extérieur, vivre avec l'entourage, vivre avec la ville qui est à côté, les commerçants, et donc de pouvoir accompagner le senior à continuer à sortir de chez lui et à pouvoir vivre pas que dans son domicile, mais bien autour. Et donc ça, c'est vraiment plus une politique qu'on appelle du faire venir, qui va favoriser donc l'autonomie, le maintien de l'activité physique, puisque du coup, ça fait bouger la personne, sortir pour différentes raisons, et surtout, qui permet de maintenir le lien social. Et on sait à quel point le lien social est un facteur de bien-être chez la personne âgée et qui va permettre de pouvoir la maintenir en bonne santé et en bonne autonomie le plus longtemps possible. Cependant, aujourd'hui, on a encore beaucoup de freins autour de la mobilité des seniors et c'est ce qui en fait un sujet essentiel. Les premiers freins vont être des freins notamment physiologiques, tout simplement par les diminutions des aptitudes, donc la vue, l'audition, la perte musculaire qui va empêcher progressivement de pouvoir prendre sa voiture dans un environnement sécuritaire, de pouvoir potentiellement se sentir justement à l'aise et en sécurité à l'extérieur et éviter tous les dangers qu'il peut y avoir, les dangers de la route. C'est aussi tout ce qui va être la question de la mobilité, de la capacité à pouvoir marcher et réaliser un certain nombre de distances à pied. Par là, on peut notamment ouvrir le sujet sur la problématique du dernier kilomètre, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il existe des solutions de transport, des transports en commun qui peuvent se mettre en place, mais souvent avec cette problématique de là où le transport en commun s'arrête et le lieu du domicile, ça peut être en fait déjà rien qu'un premier frein qui permet d'aller pouvoir accéder à des solutions de mobilité qui sont mises en place. Ça fait exactement le lien avec justement le frein organisationnel
qui touche notamment la difficulté pour les personnes âgées d'accéder à l'information, notamment sur tout ce qui est offre collective qui est pu mettre en place. On a beaucoup de villes qui se développent et qui mettent en place des solutions de mobilité, soit collectives, mais aussi des solutions de mobilité individuelles offertes et mises à disposition des seniors. Mais la lisibilité de l'offre est encore difficile pour eux en termes d'accessibilité, notamment parce qu'elle est souvent communiquée par le biais de supports de diffusion qui ne sont pas toujours adaptés, avec justement des sites internet, des applications, et pour lequel on sait que l'habitude monte. Les jeunes seniors utilisent ces outils-là, mais les seniors plus avancés dans l'âge, aujourd'hui, ne sont pas encore très à l'aise et surtout n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser et d'aller chercher l'information automatiquement dessus. Le troisième frein, c'est le frein psychologique. Quand on échange avec les seniors, on se rend bien compte qu'on a beaucoup de freins autour de ce sentiment d'insécurité, la peur de tomber, la peur de se perdre, la peur de se retrouver face à les nouvelles mobilités aussi plus jeunes qui les effraient. Alors, on a beaucoup entendu parler des trottinettes qui avaient créé, par exemple, un sentiment d'insécurité pour des seniors sur les trottoirs. Et puis aussi parce que, justement, l'environnement autour ne développe pas toujours ce sentiment de sécurité. Il y a aussi le frein psychologique lié à le sentiment d'incapacité de pouvoir faire les distances et aller jusqu'à l'objectif, qui peut du coup souvent être aussi quelque chose qui va remonter encore plus fort si sur les trajets justement ne sont pas pensés des lieux de répit, donc des bancs ou des possibilités d'avoir des commerces qui permettent de faire des pauses, notamment pour la personne âgée. Des parcours qui sont rallongés aussi parce que justement des zones de travaux, des zones qui sont pensées et qui rendent le transport extérieur plus compliqué. Et enfin, le dernier frein qui ressort régulièrement est le frein financier. Sur les personnes qui sont encore avec la mobilité en voiture, tout ce qui est problématique lié à l'essence et au coût de l'essence, mais aussi tout ce qui est lié au titre de transport, le coût aussi des taxis et des autres modèles de mobilité, notamment pour ces fameux derniers kilomètres qui peut arriver parfois justement après les transports en commun, qui aujourd'hui freinent les seniors à pouvoir sortir de chez eux. On a donc encore face à tous ces freins et toutes ces problématiques sur lesquelles il existe des solutions, mais les solutions sont encore justement minimes et peu connues, un certain nombre de solutions qui se développent et surtout des besoins qui vont s'exprimer sur à la fois des solutions directes, donc notamment tout ce qui va être aide mécanique à la mobilité, donc pour pouvoir favoriser la stabilité, pour pouvoir avoir un meilleur sentiment aussi de sécurité, pour faciliter l'accessibilité. Donc on entend par là tout ce qui va être l'accès dans les magasins et dans les zones notamment publiques, tout ce qui va être aussi l'accès dans les transports, tout ce qui va être des solutions qu'on peut avoir donc de fauteuils roulants qui vont être possibles plus sécuritaires avec des solutions de freinage. Donc j'avais pris notamment pour exemple ici Epure, qui est une start-up qui avait été accompagnée chez nous. Mais aussi des solutions mécaniques qui vont pouvoir aider à la mobilité dans les transports, dans les lieux publics. Je voulais vous présenter une autre innovation qui s'appelle les flâneuses, qui est notamment un fauteuil donc que vous pouvez voir plus bas, qui permet la mobilité dans tout ce qui est lieu de musée, tout ce qui est les grandes institutions, et qui permet notamment de favoriser le transport en intérieur dans ces environnements-là. Et donc, c'est une réponse aussi à la mobilité, de se dire, il faut prendre cette question de la mobilité à partir du moment où la personne sort de chez elle jusqu'à ce que toutes les actions qu'elle va faire puissent être prises. Sur les aspects d'aide financière, aujourd'hui, il existe des solutions. Il existe notamment la solution Sortir Plus, qui permet d'avoir des chèques, notamment pour les personnes âgées, pour pouvoir prendre un certain nombre de transports. Mais la problématique est encore liée à la connaissance de ces solutions-là. Au niveau des solutions servicielles, comme je l'ai expliqué juste avant, aujourd'hui, favoriser la mobilité des seniors, ça va être de savoir les accompagner, les sentir en sécurité dès qu'ils vont pouvoir mettre un pied en dehors de chez eux. Et donc, ça veut dire aussi pouvoir avoir quelqu'un qui va les accompagner, parfois même si les solutions existent, du bus, des solutions autres, c'est de pouvoir avoir ce côté accompagnement qui est important et qui va permettre de les rassurer et de les remettre en mouvement et remettre dans une démarche de mobilité. Donc ça, c'est aujourd'hui la SNCF le propose, on a beaucoup d'associations de covoiturage qui le font,
Il y a aujourd'hui des solutions aussi de transport individuel qui se développent avec vraiment ce souhait de pouvoir aller chercher la personne à la porte de son domicile. Et on vient vraiment travailler sur du service complémentaire qui va rassurer et vraiment entraîner ce passage à sortir de chez soi. Et sur les aides psychologiques, il existe déjà de nombreuses associations qui viennent sensibiliser. Il y a WeMove aussi qui a une action, d'ailleurs je m'excuse, j'ai fait une petite erreur d'orthographe, je corrigerai, mais qui permet justement d'accompagner et de sensibiliser les seniors sur leurs solutions et ce qui existe en termes de mobilité. Mais ce qui est très important aussi dans les besoins et dans les solutions qu'il faut trouver, qu'il faut encore développer, c'est de penser à tout ce qui est solutions indirectes. L'urbanisme est un vrai sujet aujourd'hui. Il se met en place des solutions et des groupes de travail pour impliquer les seniors dans les projets de quartier et de réhabilitation de quartier qui permettent de repenser les choses différemment. Et ça, c'est vraiment un élément qui va être essentiel pour maintenir la mobilité des seniors de demain. L'ergonomie dans les transports aussi, pouvoir envisager des nouveaux trajets, des trajets qui vont être plus adaptés à ces personnes-là, avec des horaires qui leur sont également adaptés, pour pouvoir éviter des zones de forte influence alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Travailler aussi sur la manière de communiquer, de manière à ce que justement tout ce qui soit déployé puisse être connu et utilisé par les bénéficiaires. Et enfin, je voulais terminer avec trois petits points de warning et d'éléments importants sur les innovations, sur la mobilité pour les seniors. C'est déjà bien pensé que aujourd'hui, la problématique de mobilité, c'est une problématique qui est finalement pour tous, en termes d'accessibilité financière, en termes de questions autour du dernier kilomètre. On n'a pas que finalement les seniors qui sont impliqués, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans toutes les innovations pour les seniors, c'est quand on innove pour les seniors, on innove aussi pour tous, parce qu'on va développer des solutions qui sont plus ergonomiques, qui sont plus simples, qui rentrent dans un quotidien, dans une logique de quotidien. Et donc, pensez aussi que innover pour les seniors, c'est innover pour tous. Pensez aussi que dans l'innovation, il faut pouvoir travailler des modèles économiques durables. Aujourd'hui, on a la chance dans le secteur de la cyberéconomie d'avoir de nombreux acteurs qui se mobilisent pour accompagner les nouveaux porteurs de projets, les solutions innovantes à se lancer. Mais il faut aussi que ces solutions puissent trouver des modèles durables pour faire en sorte qu'elles puissent être accessibles le plus longtemps possible et pour tous. Et enfin, des solutions qui s'intègrent dans un environnement global. Aujourd'hui, penser une solution pour justement uniquement, si je vais prendre un exemple et revenir sur la sortie du domicile, si on pense à la solution uniquement de dire, bah voilà, je vais permettre d'avoir ce système de taxi qui va permettre d'emmener d'un point A à un point B, mais qu'on ne pense pas justement à dire, mais tiens, comment va faire la personne avant pour pouvoir venir en contact avec nous, comment est-ce qu'elle va faire pour venir de sa maison à notre lieu, comment est-ce qu'elle va faire ensuite, une fois qu'elle aura quitté le taxi pour pouvoir aller sur faire ses courses, transporter ses courses, quels vont être les acteurs avec lesquels on va pouvoir avoir de la communication pour pouvoir trouver des relais si ça ne peut pas être développé par notre service. C'est important de penser les solutions dans un environnement global de manière à s'assurer qu'elles puissent s'intégrer et répondre à justement l'ensemble des besoins des seniors et qu'elles ne viennent pas juste combler un trou qui n'empêcherait finalement d'être plus utilisé parce qu'il n'y a pas de relais sur la suite du service qui serait proposé ou de la solution proposée. Voilà, c'était l'objectif de pouvoir repenser et vous repositionner un peu dans le contexte. Je vais du coup laisser la parole à deux entreprises. Alizée, donc je te laisserai faire le relais, mais pour illustrer justement des solutions qui ont pu se déployer et qui peuvent se déployer pour travailler en faveur de la mobilité des seniors. Merci Camille. Peut-être qu'on peut faire, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser maintenant. Même s'il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, mais ça peut être aussi un temps où si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès à présent. En tout cas, n'hésitez pas si vous en avez. Pour le moment, il semblerait que ce ne soit pas le cas, donc j'ai laissé la main du coup à Manuela. Merci, pour Alizée. présenter votre solution. Bon, vous voyez mon écran? Ouais, très bien. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Manuela Basso, j'ai représenté Ergoflix. Et donc, je suis bien contente de cette introduction de Camille parce que je vais rejoindre pas mal de points qu'elle a évoqués. Tout d'abord, pourquoi la mobilité est importante? Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des seniors et du bien vieillir et du maintien à domicile,
Il y a beaucoup de références à l'adaptation du domicile, du logement et à l'adaptation de l'espace public, mais on parle très peu ou pas de la mobilité. Alors, il faut savoir que la mobilité est vraiment un enjeu essentiel pour le bien-être à domicile et plus largement pour le bien vieillir. Comme Camille l'a déjà dit, on sait que le vieillissement, c'est quelque chose qui nous touche tous et que en 2050, 27% de la population française aura plus de 65 ans. Et qu'on imagine tous, mais qui est pas ou peu communiqué, c'est qu'en fait, la mobilité, même si elle est réduite, elle diminue le risque de perte fonctionnelle et donc elle contribue à rester en bonne santé. Et c'est pour ça que c'est un enjeu qui est essentiel. Le risque du manque de mobilité est d'arriver à l'isolement social. Donc, qu'est-ce qu'il se passe pour une personne qui peut-être est en train de vieillir, qui perd petit à petit sa mobilité, donc qui marche de moins en moins? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va réduire ses déplacements, ses sorties graduellement jusqu'au moment où elle va se retrouver isolée chez elle. Donc finalement, on va parler de maintien à domicile, mais est-ce que cela correspond à bien vieillir à domicile si la personne est isolée chez elle? Et ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que on a en France 2 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui sont isolés de leur famille et leurs amis. Donc, comme Camille l'a aussi bien dit, la participation sociale, elle contribue vraiment aussi au bien-vieillir et à la bonne santé, pas que pour les seniors d'ailleurs, mais c'est vraiment un élément essentiel pour la santé. Et puis, il y a le troisième point, c'est les aidants. Aujourd'hui en France, 11 millions de personnes sont aidants. On sait que la majorité des aidés sont aidés par des proches, par de la famille, et souvent l'aidant est aussi une personne âgée, quand on parle de senior, soit le conjoint, soit de la famille, qui risque par conséquence aussi de diminuer ses déplacements si la personne aidée a une perte de mobilité. Donc, de ces trois éléments, on arrive à notre vision. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est augmenter l'accessibilité, donc que ce soit physique ou à l'information, parce qu'il y a quand même un manque de communication important. C'est favoriser l'autonomie et le bien-être. Et le but ultime, c'est vraiment de réduire la solitude et le risque d'isolement. Or, comment on va faire ça? Nous, on est Ergoflix, on est une entreprise allemande qui a été créée en 2017 et qui est aujourd'hui leader en Allemagne des fauteuils roulants électriques pliables. Et nous sommes présents en France depuis mars 2022. Donc, nous présentons aujourd'hui 2 modèles de fauteuils roulants. Nous avons 8 collaborateurs en France, mais on travaille étroitement avec plus de 80 collaborateurs en Allemagne. Quand on parle de fauteuil roulant électrique, souvent les gens imaginent un gros fauteuil très encombrant, très lourd et très contraignant. Or, voici notre fauteuil. Comme vous pouvez le voir, il s'agit quand même d'un fauteuil qui est léger et compact. Et je pense que même visuellement, on n'a pas forcément l'image de ce qu'on s'attend quand on parle de fauteuil roulant électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de types de fauteuils roulants électriques et en effet, il existe des fauteuils roulants qui sont électriques, encombrants et qui ont énormément d'options de positionnement et de personnalisation en fonction de la pathologie de la personne. Les fauteuils que Ergoflix propose sont des fauteuils qu'on appelle de confort, dans le sens où ce n'est pas des fauteuils qui sont à destination d'une utilisation 24 heures sur 24, qui n'ont pas de positionnement spécifique pour de pathologies qu'on appelle de handicap lourd, mais c'est plus pour des personnes qui sont à mobilité réduite. Ça peut être aussi des personnes hémiplégiques ou des personnes qui ont des pathologies neurodégénératives au stade initial. Je pense par exemple à la sclérose en plaques. Donc, le but du fauteuil, c'est vraiment l'utilisation ponctuelle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et le fait de permettre à la personne qui a une mobilité réduite d'aller plus loin. Donc, comme Camille disait, elle parlait donc du dernier kilomètre. Alors, ça, c'est quelque chose vraiment pour laquelle on a pensé le fauteuil électrique. On ne veut pas remplacer la mobilité de base, on veut pouvoir permettre aux personnes
d'aller plus loin, faire leurs courses, aller voir les petits-enfants au parc, aller faire un tour en ville, sans se poser de questions par rapport au risque de chute, par rapport au fait de comment on rentre si on est fatigué. Vraiment, l'idée, c'est de proposer une solution qui permette à la personne de se déplacer en autonomie, de manière facile et vraiment d'enlever les freins un peu, on va dire, organisationnels. Après, il y a toujours un peu les freins psychologiques parce qu'on sait que quand on parle fauteuil roulant, les gens imaginent, en gros, ils font le lien fauteuil roulant maladie. Or, on a d'autres freins qu'il faut lever d'un autre côté. Pour vous donner quelques informations de plus par rapport au fauteuil qu'on propose, ça permet vraiment plus de liberté au quotidien puisque on propose une autonomie jusqu'à 24 kilomètres. Donc, je pense qu'une personne moyenne, quand elle fait une balade, elle fait quand même moins que ça. Il y a une recharge facile puisque les batteries, elles sont dans le châssis, donc on peut les enlever facilement. On peut même les recharger séparément du fauteuil, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de déplacer le fauteuil à chaque fois qu'on a besoin de le charger. On peut simplement enlever les batteries. Et puis, pour l'utilisation extérieure, on a des grandes roues qui permettent d'aller sur pratiquement tous les terrains et de franchir des pentes jusqu'à 21%. Et pour l'intérieur, le rayon de braquage étant très étroit, cela permet de passer partout, sachant que la largeur hors tout est inférieure à 65 cm. On passe dans, on va dire, 90% des portes, parce que normalement, une porte, elle est censée faire 70 cm. On sait que dans certains cas, il y a des portes plus étroites que ça, mais on correspond à la majorité des cas, on va dire. Et puis, vous voyez le pliage. C'est un pliage qui est simple, il prend moins de 3 secondes et ça fait un peu penser à une poussette. Et pour le monter dans la voiture, on propose des rampes qui sont télescopiques, donc qui se plient et qui ne prennent pas de place. Et même quand le fauteuil est plié, on peut utiliser le moteur électrique pour le monter dans la voiture. Ce qui fait que la personne n'aura pas à soulever le fauteuil, il n'y aura pas d'effort à fournir. Et vu qu'on veut permettre vraiment aux personnes d'aller plus loin, donc dans leur déplacement, on a imaginé aussi la question de se dire, si la personne veut partir en vacances et qu'elle veut prendre l'avion pour partir en vacances, le fauteuil roulant ne doit pas être un bloc pour ça, ne doit pas être un frein aux vacances. Donc, nos fauteuils ont des batteries qui sont certifiées et qui permettent donc de prendre l'avion avec, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les batteries. Après, il y a un point qui est très important pour moi, c'est le fait que les fauteuils qu'on propose ne correspondent pas forcément à tous les besoins. Donc, quand on rencontre une personne, qu'elle soit senior ou pas, il est important d'évaluer son besoin pour savoir si le fauteuil roulant électrique pliable Ergoflix correspond à son besoin. Ça peut être son niveau de mobilité, c'est-à-dire est-ce que cette personne elle peut se déplacer, s'élever et s'asseoir de manière autonome, est-ce qu'elle peut tenir droit ou est-ce qu'elle a besoin d'un support. La taille et le poids aussi. Donc, nos fauteuils ont une charge maxi de 160 kg, je pense, n'est quand même pas mal. Mais il y a des cas où, ben, voilà, notre fauteuil ne peut pas soutenir une corpulence spécifique. Et puis, au niveau des habitudes de déplacement, il est important aussi de savoir est-ce que la personne pourrait avoir besoin d'une aide technique que pour l'intérieur, que pour l'extérieur, pour les deux. Est-ce qu'il y a des marches pour accéder à son domicile? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce qu'il y a du pavé? Quel est son environnement? Et surtout, est-ce qu'elle prend des transports? Parce que peut-être elle aura besoin d'accompagnement pour savoir comment monter dans les bus, les trams, les métros, etc. Et c'est pour cette raison que nous, à chaque personne qui est intéressée par notre fauteuil, on propose toujours un essai gratuit à son domicile pour qu'elle puisse déjà d'une part tester le fauteuil pour voir s'il peut l'utiliser simplement et puis pour voir si c'est faisable dans son environnement de quotidien de l'utiliser. Et tout dernier point,
j'anticipe une petite question que je pense vient à l'esprit de beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Alors, pour nos fauteuils roulants, en effet, il y a une prise en charge de la sécurité sociale. Ce qui est important de savoir, c'est que la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique n'est pas la même que la prise en charge pour un fauteuil roulant manuel. C'est-à-dire que pour un fauteuil roulant manuel, vous allez chez votre médecin généraliste et le médecin généraliste vous fait une prescription et ensuite vous allez à la pharmacie ou dans le magasin de matériel médical et vous avez votre fauteuil roulant manuel. Pour un fauteuil roulant électrique, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il faut une prescription d'un médecin qu'on appelle MPR, qui veut dire médecin spécialisé en médecine physique de réadaptation. Ce médecin MPR doit faire un essai avec une équipe pluridisciplinaire, donc avec un ergothérapeute ou un kiné. Ensuite, après cet essai de validation, si la pathologie de la personne correspond à une situation de problématique de mobilité et que le MPR valide cette situation, à ce moment-là, il lui fera la prescription médicale et puis donc une demande d'entente préalable et la caisse d'assurance maladie validera et ensuite il pourra y avoir l'achat. Pour la petite information, un rendez-vous avec un médecin MPR peut demander entre 2 semaines et 9 mois en fonction de la localisation en France. Donc, déjà, c'est assez long. Et puis, une fois qu'il y a la demande d'entente préalable, il y a une implicite acceptation après 4 semaines. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a la demande à la caisse d'assurance maladie, il y a 4 semaines dans lesquelles la caisse d'assurance maladie peut valider, mais c'est validé si vous n'avez pas de réponse. C'est-à-dire qu'il faut attendre au moins 4 semaines pour être sûr que la demande est validée. Ce qui fait que cette procédure pour quelqu'un qui nécessite une prise en charge peut durer entre, on va dire, 3 mois et 1 an, ou 1 an et demi pour là où c'est plus long. Après, quand il y a un reste à charge, le reste à charge, il peut être pris par d'autres organismes, ça peut être les mutuelles, les CPH, les APA, après ça dépend de la situation de chacun. Mais voilà, ça c'est un petit peu la présentation, parce qu'on considère souvent que, étant donné qu'un fauteuil roulant c'est un dispositif médical, la prise en charge est automatique. Or, je pense qu'il est important de savoir aussi que la démarche est un peu plus longue et parfois contraignante que pour d'autres dispositifs. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et juste un tout dernier point, c'est que nous aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, on pense qu'il est essentiel d'informer et de communiquer sur sur l'existence des solutions, sur les démarches et sur les réglementations et sur plein d'autres éléments. Donc, c'est pour ça qu'on développe un blog. Notre blog, c'est infomobilité.ergoflix.fr, dans lequel on essaie de développer des sujets pour informer le public, les seniors, pour que justement ils puissent avoir le plus d'informations possible avant de faire leur choix et de savoir à quoi ils peuvent avoir droit et les solutions qui existent. Merci Manuela pour votre présentation. Donc finalement, vous abordez vraiment la mobilité de manière à ce que ce soit ponctuel, en tout cas une solution, le fauteuil roulant électrique, vraiment que ce soit un usage ponctuel et non pas quotidien. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y aurait peut-être des questions sur... Alors là, j'ai une question sur le chat. Vous couvrez tout le territoire français. Je pense que c'est une question Oui. qui vous est destinée, Manuela. Oui. Alors nous, on est basé à côté de Lyon, mais on est présent partout en France. On a des animateurs réseau qui sont dispatchés sur le territoire français et on travaille avec des magasins de matériel médical. D'une part pour la proximité avec les personnes qui nous appellent et aussi pour le suivi. Est-ce que dans le sud, à proximité de Narbonne, vous êtes présent? Alors, je ne connais pas tous les magasins comme ça de tête, mais je sais qu'on est présent partout. Donc après, si il y a des questions plus spécifiques et détaillées, vous pourriez m'envoyer un mail et je répondrai plus dans le détail avec des informations spécifiques sur les magasins et même notre contact dans le sud de la France, avec plaisir.
Merci Manuela. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la main du coup à Philippe. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc Philippe Fourmestro, PepStrike. Je vais afficher la présentation. C'est bon, tout le monde voit la présentation? Alors, non, pour le coup, on ne voit pas la présentation. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà, là, c'est bon. Très bien. Bien, donc Philippe Fourmestro, société PepStrike. Je vais vous présenter donc une solution de mobilité active, donc un vélo accessible véritablement à tous, donc y compris à la population des seniors. Donc je suis membre des moniteurs cyclistes français. À ma connaissance, le seul moniteur cycliste spécialisé dans les cycles adaptés, dans les vélos adaptés. Et c'est un projet aussi qui est reconnu REV 3, donc transition en région de France, sur le pilier réinventer la mobilité. Alors bon, ça c'est le plan, on va le dérouler. Un trike, c'est quoi? Bon, voilà quelques illustrations. Donc c'est un tricycle, mais ce n'est pas quelque chose qui est très différent du tricycle traditionnel, qui est avec un guidon haut et une selle relativement haut. Tout est conçu sur ce tricycle pour la sécurité. Stabilité, c'est beaucoup plus stable qu'un tricycle traditionnel. Une prise en main aussi, une conception pour une facilité de pilotage qui est incroyable. Alors je vais le redire à la fin, il faut absolument tester pour comprendre les qualités de ce vélo, il faut rouler dessus, sinon tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous aurez peut-être quelques doutes, mais il faut vraiment tester pour comprendre les qualités. Et aussi maîtrise de la direction, vitesse, du freinage en toutes circonstances, même si la route est défoncée, s'il y a des nids de poules, si on roule sur un obstacle, une bordure de trottoir, un virage un peu serré. On a vraiment la sécurité et la stabilité en toutes circonstances. On va venir sur d'autres qualités ensuite pour les seniors. Et là, je vais vous projeter pendant 2 minutes une petite vidéo, ça va être beaucoup plus explicite, d'une animation qui est faite avec ces cycles pour des seniors. Parce qu'en tant que PepStrike, j'ai 2 piliers d'activité, donc recherche de solutions de mobilité, études personnalisées, accompagnement jusqu'à la fourniture d'un vélo adapté à la personne. Mais aussi, la moitié de mon activité, c'est d'organiser des animations pour faire connaître les qualités de ce vélo. Et je vous en fais la démonstration maintenant, ça va durer 2 minutes. Donc, madame n'a jamais fait de vélo de sa vie. Josiane n'est jamais montée sur un vélo et Edith n'est plus allée à vélo depuis 40 ans. Souvent, l'âge éloigne de la pratique du vélo et pourtant, il existe une solution, le trike, contraction de tricycle et de bike en anglais. Ce mardi matin, le CCAS et le Centre socioculturel de Bonne Plage ont mis en place une journée découverte du trike. L'activité de trike, elle a de grandes qualités, et notamment pour l'activité physique adaptée, ou même la création de la sociale, l'activité physique en famille, parce qu'on a un cycle particulier sur 3 roues, on est très stable, et de ce fait, ce cycle est vraiment accessible à tout le monde. Cette activité-là, on l'a choisie également parce que voilà, on a des personnes qui n'ont jamais pratiqué, on a des personnes qui avaient beaucoup d'appréhension, des personnes qui n'ont pas pratiqué de vélo depuis, comme ce matin, 40 ans. Donc voilà, c'était le bon deal entre le sport santé et la pratique du vélo. Si le vélo revient sur les routes, il s'agit de n'exclure personne de ce plaisir et à la fois d'entretenir sa forme. Car si le vélo est un bon outil de santé, le trike présente des avantages intéressants en matière de douleur dorsale, mais en plus, la position des jambes allongées permet que le cœur force moins que sur un vélo droit ordinaire. On comprend dès lors l'intérêt pour les seniors d'un tel moyen d'évasion et de santé. Ce qui n'a pas échappé à la ville de Plage, ville active et sportive et ville santé du réseau national de l'OMS. Oui, refaire du vélo, lutter contre la sédentarité, donc ça c'est super. Faire de l'exercice physique, parce que c'est ce qu'on met en avant, quelles que soient les pathologies, c'est adapté aux seniors, c'est du bonheur de pouvoir être autonome, de pédaler, de respirer et de faire des choses par soi-même. Et quand on a 78 ans et puis qu'on entend c'est super,
Quand ça fait 40 ans qu'on n'est pas monté sur un vélo, et quel bonheur, quoi. Quel bonheur de les voir. Et à l'arrivée, les seniors sont unanimes. C'est vraiment magnifique, féerique, je dirais. C'est super. Pour moi, c'est très bien. Ça me plaît. On a eu une bonne technique, comment il faut s'arrêter, comment il faut freiner, comment il faut tourner, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment formidable. Daniel, c'est que du bonheur. Oui. C'est bien de pédaler assise. Oui. Hein? C'est moins fatigant, déjà. C'est agréable. Vous avez noté la différence? La différence, les jambes ne sont pas fatiguées. Hein. Je recommencerai si on a l'occasion. L'après-midi, l'occasion est... Alors voilà, la vidéo se poursuit avec une animation familiale parce que le vélo plaît à tous. Hein, vraiment, pour les jeunes, c'est Mario Kart. Pour les adultes, un vélo génial. Pour les seniors, vous avez vu la réaction. Et donc, je vais poursuivre et je vous invite à voir le reste de la vidéo. Vous avez des réactions des enfants aussi, vous les verrez, si vous voulez, quand vous aurez le support. Alors, si on revient en particulier donc pour la population des seniors, un vélo sécurisant, 100% confiance, prise en main immédiate sans aucun apprentissage. La dame que vous avez vue qui n'avait jamais roulé à vélo de sa vie, je l'installe comme les autres personnes 30 secondes, je lui montre comment on freine, je lui montre la direction. 30 secondes après, voilà, on est un groupe, des personnes âgées, moins âgées, des personnes qui n'ont jamais fait de vélo. Tout le monde a le même temps d'apprentissage qui est de moins d'1 minute et on part tout de suite en balade en vélo. Un vélo très confortable aussi, très important pour les seniors avec l'âge, les pathologies, les douleurs qui peuvent survenir un peu de partout, dos maintenu, aucune contrainte sur le fessier, ni sur les épaules ou les poignets. Un vélo accessible à tous, vraiment, quelle que soit la condition physique, bien sûr, on peut y adjoindre une assistance électrique, comme tous les vélos. Quelle que soit la pathologie, quelque part, c'est une pratique qui est plus douce, plus accessible, plus sécurisante que la marche. Donc, finalement, les contre-indications sont assez restreintes. Et quelle que soit la situation de handicap, on a des adaptations possibles de ces vélos, y compris pour les personnes paraplégiques. Là, on voit en haut une illustration avec une propulsion manuelle. Et il faut avoir au moins un bras ou une jambe qui fonctionne. Tétraplégie, bien sûr, je n'ai pas de solution. Ici, la jeune fille en bas est née sans bras. Elle a une jambe en situation de handicap et grosso modo, elle fonctionne avec son vélo sur une jambe. On peut le faire aussi sur un bras. Les personnes hémiplégiques qui ont eu un AVC ou d'autres pathologies, on a toujours une solution d'adaptabilité des vélos. Les qualités pour les personnes à mobilité réduite, bien sûr, on est en vélo, donc c'est performant pour se déplacer. On peut aller jusqu'à 25 km/h avec les assistances électriques, souvent on plafonne à cette vitesse-là. La problématique du dernier kilomètre, si on peut mettre son vélo à domicile, n'existe pas avec le vélo. On va pouvoir se stationner vraiment à l'endroit où on veut se rendre. Et pour le dernier complément de mobilité à l'intérieur des bâtiments, on peut emmener son aide technique complémentaire, béquille, déambulateur pliant ou fauteuil roulant pliant à l'arrière du cycle. Alors la problématique aussi, si on est plusieurs à rouler ensemble, alors là je pense aux couples qui ne vieillissent pas forcément avec les mêmes capacités physiques et qui ne vieillissent pas forcément de la même manière. En vieillissant, on voit apparaître des pathologies aussi du type baisse de la vue et aussi des atteintes neurologiques, malheureusement, si on pense à Alzheimer, etc. Et on peut penser aussi à des aidants qui voudraient sortir à vélo avec des seniors. Et on a également les solutions, le trail qui apporte cette solution. Le vélo qui est autonome, on lui enlève sa roue avant et on l'attelle à un autre vélo, soit un 2 roues, comme vous avez l'illustration en haut à gauche, soit un autre trike, et on forme un tandem. Donc on a à la fois un vélo sur lequel on peut être en autonomie, mais on peut aussi pratiquer de manière peut-être beaucoup plus rapide avec un sportif ou un aidant en attelant ou avec son conjoint, en attelant les deux vélos. Donc, c'est de la mobilité active, donc bien sûr, petite activité physique à chaque occasion de déplacement, même si ça reste doux, on a un bénéfice, bien sûr, sur la partie cardio-respiratoire. Et on a aussi, bien sûr, un bénéfice sur le tonus des jambes, si on est en propulsion podale. Si on se déplace à vélo, on entretient le tonus des jambes, meilleur équilibre, prévention des chutes. Donc, on a aussi un énorme effet sur la prévention de la perte d'autonomie, parce que la chute est une des premières causes d'entrée en dépendance. Moi, je pense que la pratique régulière du trike peut augmenter de plusieurs années l'autonomie et puis aussi le fait d'être en meilleure forme. Et bien sûr, le trike se pratique bien au-delà de la capacité à marcher.
à partir du moment où la personne peut encore faire quelques pas en déambulateur. Régulièrement, ça arrive dans les animations. La personne monte sur le vélo et pratique la même activité que les autres et pédale pendant 1 heure. Donc, la maintien des liens sociaux, je pense que ça a été abordé en introduction. Hein. Autonomie, activité physique, lien social. On a parlé de politique de faire venir. On est vraiment dans ce sens-là. Et aussi, c'est incroyable le plaisir. Vous avez vu la réaction des seniors. C'est vraiment un vélo plaisir. On a un peu des sensations nouvelles, un peu karting au ras du sol. Et c'est vraiment très, très, très plaisant de pratiquer ce vélo. Et ça ouvre aussi, bien sûr, des possibilités de changer d'horizon, de sortir du domicile et d'aller assez loin, un rayon d'action assez conséquent. Alors, PepStrike, je vous ai parlé aussi d'animation, donc j'en parle rapidement. Le développement de ces vélos permet aussi d'envisager des animations qui sont accessibles à tous, donc aux seniors, mais y compris aux autres formes de personnes à mobilité réduite, même fortement handicapées. Et chaque animation est l'occasion de faire découvrir ces vélos, parce que ces vélos sont très peu connus même des professionnels de santé qui pourraient les prescrire, on va y venir après, très peu connus des éducateurs dans des instituts spécialisés handicap intellectuel, par exemple, très peu connus aussi finalement du grand public et des seniors. Donc je propose 3 types d'animation, des escapades en trail, des petites sorties en groupe sur un parcours indéfini. Le PepsBall, on va avoir une petite animation de quelques secondes, une petite vidéo PepsBall avec des seniors. Et puis récemment, je développe également la possibilité de faire du e-trike en home trainer, donc interconnecté sur un écran, on choisit un chemin dans le monde et on parcourt tous ensemble dans le même écran ce parcours qu'on aura choisi. Donc tout est conçu, les vélos et à la fois les animations, pour être praticables sur 4 générations. C'est-à-dire on démarre à partir de 4 ans, taille 1 mètre, et sans aucune limite d'âge. Donc, voilà une photo d'animation senior. On a tous les âges. Ici, tout le monde est en autonomie, mais on peut, comme je vous ai dit, coupler 2 vélos, mais aussi 3, voire 4 vélos entre eux pour partir en balade, ce qui fait qu'un éducateur, un accompagnant pourrait emmener 1, 2, 3 personnes qui ne seraient pas en capacité de piloter leur vélo. Ou on traverse la ville comme ça en mettant tout le monde en sécurité et arriver dans des chemins un peu plus sécurisés. On remet la roue aux personnes et elles repartent en autonomie sur des zones sécurisées où on ne va pas croiser d'automobiles. Voilà cette possibilité. Alors, voilà une illustration d'escapade qui est un peu plus intergénérationnelle, là-haut. Tout en haut à droite, vous voyez justement un tandem de trike. La personne qui est à l'arrière, c'est un senior qui est en famille d'accueil. Et devant, donc, c'est l'aidant. Et ben, voilà, on participe comme ça à l'escapade en tandem. La personne qui est derrière n'était pas en capacité de piloter lui-même son trike. L'autre animation, le PepsBall, qui est en bas, ben, je vais vous passer une vidéo, vous allez tout de suite comprendre. C'est quelque chose de plus ludico-festif que je fais même dans les, je dirais, dans les villages d'animation, dans les villages vélo. Je n'ai plus jamais peur, j'ai trouvé le sens de la raison de ma vie. À chaque pas sur le Donc là, vous avez remarqué qu'il y a une personne qui ne pédale pas, elle n'était pas en capacité de pédaler, ben, elle participe en tandem, on met l'assistance électrique devant sur le trike et devant à fond, et voilà, ça fonctionne. Donc un zoom sur les aides à l'achat de vélos adaptés qui sont vraiment exceptionnelles depuis cette année. Et on atteint parfois 100% de prise en charge. Alors là, c'est vraiment à chaque fois des cas individuels, il faut faire les études individuelles. Mais en 2 mots, si on prend un modèle de trike inscrit à la LPPR, donc prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, sur simple prescription médicale du médecin de famille. Participation de la mutuelle, éventuellement, en fonction des garanties souscrites. Ça, c'est plutôt sans condition de ressources. La MDPH, en cas de handicap, situation de handicap, peut intervenir, bien sûr, participer. Et le bonus écologique renforcé. Depuis août 2022, 40% du prix du vélo, avec une subvention qui est plafonnée à 2 000 €. Éligibilité en situation de handicap sans condition de ressources, ou alors aussi éligibilité en cas de revenus modestes. Et pour le reste à charge, depuis cette année, le mois de juin, prêt à taux zéro des banques, sans frais de dossier, sur 48 mois pour financer le reste à charge. Il existe aussi le bonus écologique et le prêt à taux zéro pour les personnes morales, associations, entreprises qui voudraient s'équiper de vélos de ce type. Alors en conclusion, on a un peu tous les éléments là, du développement durable, hein, d'une manière écologique.
Vous imaginez que si les seniors se mettent à pratiquer le vélo, ça aurait un effet exemplaire vis-à-vis du reste peut-être de la population qui se dirait, ne serait-ce que les petits-enfants, tiens, papy, mamie font tout en vélo, on pourrait aussi s'y mettre un peu plus, pareil pour les parents. Hein. Tout ce qui est social, bon, je pense que ça a été suffisamment développé par les uns et les autres. Hein. On retrouve bien l'autonomie, l'activité physique, le lien social. Solidarité, on rend le vélo accessible à tous, y compris financièrement, et il est possible même d'envisager des activités du style peut-être vélo-taxi ou autre, de mobilité, où on pourrait mettre une ou deux personnes sur ces vélos. Je vous recommande vraiment d'essayer un trike, c'est vraiment important pour comprendre la différence par rapport à un deux roues, par rapport à un tricycle traditionnel, c'est très 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 différent, c'est d'un point de vue confiance, confort, sensation nouvelle. Il faut essayer pour comprendre. Et puis Pepstrike est en recherche de développement, parce que je suis basé sur Dunkerque. Je rayonne sur toutes les Hauts-de-France en animation, mais je pense que maintenant, j'ai suffisamment bien démarré pour développer au niveau Hauts-de-France. J'envisage d'entrer dans un incubateur. J'ai des propositions race senior, race santé, conjointes d'ailleurs. Et je suis à la recherche d'une structure, je passe le message, qui pourrait m'accompagner éventuellement à l'entrée à l'incubateur pour éventuellement suivre mon parcours et participer aussi au développement de cette activité. Je vous laisserai dans le support un certain nombre de ressources qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin, d'approfondir avec encore d'autres supports de type vidéo ou autre, un peu multimédia, sur les qualités du développement du trike pour les seniors. Donc, merci pour votre écoute et puis je suis à votre disposition pour vos questions. Merci Philippe pour votre intervention. Est-ce que vous auriez des questions par rapport aux différentes interventions auxquelles vous avez pu assister? N'hésitez pas à les poser. Oui, Camille. Je voulais poser une question justement à Philippe. On sait aujourd'hui qu'en effet, le vélo est un super moyen, vous l'avez démontré, et je pense que votre solution, elle permet réellement de pouvoir remettre en mouvement les seniors et de les remettre dans cette mobilité douce. On sait aussi que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé, notamment parce que justement l'urbanisme est aussi pensé pour favoriser l'utilisation de mobilité douce pour les seniors. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec les collectivités, avec les acteurs autour de l'urbanisme pour je dirais promouvoir le fait que cet environnement soit justement plus favorable au développement de votre solution? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un frein, sinon, en termes d'acquisition de vos solutions pour les seniors? Alors, il y a de nombreux freins au développement de ce vélo, mais a priori, pas celui-là. Celui-là n'est pas significatif. Tout ce qui est fait dans le domaine du vélo est bien fait et s'adapte au trike. C'est-à-dire le trike circule en ville, le trike circule on croise deux trikes sur une piste cyclable, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Si c'est bien fait pour le deux roues, c'est bien fait pour le trike. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sauf d'anciennes barrières qu'on mettait sur les voies vertes un peu complexes, etc., mais qui sont maintenant démontées de plus en plus. Voilà, il n'y a pas ce frein. Les freins psychologiques sont plus. Ça a été évoqué aussi avec le fauteuil roulant. Si j'utilise ça, on va me regarder comme une personne en situation de handicap, parce que pour les Français, 90% des Français, ce vélo, c'est le handbike. Vous savez, les vélos sport pour les personnes paraplégiques où on pédale avec les mains. Donc, c'est un vélo bas, couché, tout de suite, ils pensent à ça. C'est pour ça que j'ai développé aussi les animations. Et honnêtement, il y a une personne sur deux qui se relève après l'animation qui dit « c'est génial, je pensais que c'était un vélo pour handicapés ». Donc, il y a vraiment une image déjà à faire changer. Ça, c'est un premier frein. Et le deuxième frein, c'est le frein financier. Le problème, c'est que si les gens se renseignent par eux-mêmes, ils voient le prix de ce vélo, ils abandonnent le projet. Alors qu'en fait, certainement, si on étudie leur cas, on va trouver des éligibilités, des soutiens qui font que finalement, le reste à charge peut être de zéro. Et ça, c'est un deuxième frein. C'est les deux grands freins. Et après, le troisième frein identifié, c'est oh là là, on ne va pas me voir, je suis bas. Bon, en fait, vous avez vu, on est quelques dizaines, mais 30 ou 40 cm finalement plus bas qu'un vélo de roue. Hein.
surtout pour les vélos seniors qui sont un peu plus hauts. Il n'y a absolument pas, on est beaucoup plus en sécurité sur un vélo comme ça que sur un 2 roues, en toutes circonstances, pour plein de raisons. Et voilà, ce sont tous des préjugés et des freins. C'est plutôt de ce côté-là que sont les freins, que j'arrive plus ou moins à faire sauter par l'aspect de ma deuxième activité, qui est d'animer, de faire découvrir des animations autour de ces vélos. Merci. D'autres questions? Ah, je vois qu'il y a Manuela qui Oui. demande. Ouais. Moi, j'avais une question justement. Quel est le tarif de ce trike? En fait, on est entre 3 000 et puis après le modèle haut de gamme avec assistance électrique, 10 000 euros. D'accord. Voilà l'échelle. Et après, si les personnes veulent des assistances électriques surpuissantes, après il y a un tas d'options, on peut encore aller plus haut, mais déjà le modèle haut de gamme à assistance électrique avec quelques adaptations, parce que quasiment, j'ai jamais vendu un vélo, ça existe le modèle de base, clé en main, etc. Mais à chaque fois, en fait, on adapte à la personne. Donc, alors après, effectivement, s'il y a des adaptations lourdes, etc., on peut aller un peu plus haut que 10 000 euros, mais voilà à peu près la fourchette de tarifs. D'accord, Et merci. même pour les vélos haut de gamme les plus chers, on arrive parfois à des prises en charge de 100%. D'accord. Excusez-moi Philippe, vous pourriez arrêter votre partage d'écran? En fait, on voit votre écran. Oui, je vais essayer. Plus exemplement, on nous voit tous. Voilà, super, je vous remercie. Très bien. Après se pose la question, parfois aussi les gens se disent de stationnement. Bon, il faut savoir qu'éventuellement, les vélos, ceux qui sont reconnus par la sécurité sociale, 2 roues derrière, 1 roue devant, on peut même les stationner à la verticale, posés sur le siège et les roues arrière. Finalement, quelque part, dans un garage, ça prend pas plus de place qu'un vélo normal. Il faut pouvoir éventuellement faire la manipulation de remettre ce vélo à la verticale. Moi, j'aurais peut-être une petite question au niveau du développement de votre solution. Comment, vous n'en avez pas tellement parlé, comment, donc là c'est autant pour Manuela que pour Philippe, comment vous avez développé votre solution? Bon, moi, je l'ai découverte, en fait, l'idée initiale du projet, c'était de trouver une activité de plein air à pratiquer sur 4 générations. Voilà l'idée initiale du projet. Alors en loisir tourisme, c'est extraordinaire, ça répond à 200%, parce que ça va au-delà de ça, parce que ça répond aussi aux personnes en situation de handicap, PMR, qui peuvent participer. Et ça marchait tellement bien, et quand j'ai vu faire ces animations, je me suis dit, il faut aller beaucoup plus loin que ça, il y a le volet social vraiment et de mobilité au quotidien qu'il faut développer. Et donc, je me suis aussi investi dans ce domaine-là, je me suis reconverti moniteur cycliste et aussi, donc, j'ai créé une activité de vélociste, accompagnement dans le projet et vendeur de vélos. Et entretien aussi des vélos. Maintenant, mon souhait, ce serait d'entrer en incubateur pour développer à l'échelle régionale, c'est-à-dire avoir des implantations, au moins une par département dans les grands centres urbains, pour vraiment développer, il y a matière à, toujours sur ces 2 piliers, animation, rendre des services, et apporter une solution de proximité pour que les gens puissent tester à proximité. Que je me déplace ou les personnes se déplacent, et quand ça commence à être éloigné en Hauts-de-France, c'est toujours un peu compliqué, même si j'ai des clients jusque, on va dire, grande partie nord de la France, Nancy, Poitiers, jusque Cherbourg, Paris. Mais là, il y a des problèmes de déplacement. Donc, je voudrais un peu essaimer au moins pour commencer en région de France et étudier la possibilité de me développer dans ce sens-là. Merci. Voilà, et pour ce qui concerne Ergoflix, comme souvent il arrive aux nouvelles entreprises, nous, nos fondateurs, c'est 2 frères. Et lors d'un séjour au ski en vacances, ils ont été confrontés à justement des seniors qui avaient des problèmes de mobilité.
Et ils se sont posé la question, mais comment on pourrait les aider à se déplacer de manière autonome pour qu'ils soient indépendants dans leurs déplacements et aussi qu'ils puissent profiter de leurs vacances, de leur quotidien, etc. Donc, du coup, ils ont commencé à se renseigner sur les solutions existantes et petit à petit, les fauteuils ErgoFlix sont nés. C'est amusant, on a la même origine de recherche dans un domaine loisir-tourisme presque. Voilà, c'est ça. Très bien, Manuela, merci. Est-ce que parmi les participants, vous auriez d'autres, peut-être des questions? Moi, j'en ai une. Alors, un fauteuil roulant, ça coûte entre combien et combien? On est autour de 4 000 € sur un fauteuil. En fait, on est à 3 990 € pour être précis. Et la prise en charge, en fonction du type de fauteuil, elle peut être de 2 700 ou de 3 500 €. Mais comme pour vous, dans la majorité des cas, il y a les mutuelles ou d'autres organismes qui complètent. Après, pour nous, le frein, il n'est pas tant dans le prix en soi, c'est plus vraiment toute la démarche de la prise en charge qui parfois peut être contraignante. Donc, du coup, pour nous, ce qui pourrait être aussi une solution à étudier éventuellement, par exemple avec les mutuelles ou avec les caisses de retraite complémentaires, ce serait un moyen de financer autrement. Parce qu'aujourd'hui, la mutuelle, elle peut compléter à condition qu'il y ait une validation de la caisse d'assurance maladie. D'accord, très bien. C'est un peu pareil pour le vélo. Il y a éventuellement beaucoup de démarches à faire, mais les personnes qui font toutes ces démarches, si elles sont bien accompagnées par une assistance sociale ou autre, arrivent souvent et très souvent à un très haut niveau de prise en charge. Il y a un peu de délai souvent sur les décisions et les accords côté MDPH, mais ça c'est général un peu pour tout le monde. Il y a beaucoup de dossiers, donc voilà. Mais en même temps, c'est assez exceptionnel parfois ces participations et heureusement qu'elles sont là, même si ça demande des délais d'instruction. C'est toujours, souvent, on arrive toujours à un résultat positif. Très peu de personnes qui sont vraiment motivées, qui renoncent pour cause financière finalement, parce que là, pour le vélo, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été mises en place. Bien sûr. Après, voilà, la particularité vraiment de la prescription d'un médecin spécialisé MPR, c'est quelque chose qui rajoute, on va dire, une difficulté, que ce soit au niveau de délai ou au niveau de démarche. Côté des vélos, il y a encore une nouveauté cette année, les ergothérapeutes et certaines professions médicales spécialisées peuvent maintenant prescrire aussi. Donc, peut-être, c'est en train de se mettre en place, mais ça va de ce côté-là, pour nous, qui n'ont pas besoin d'accord préalable, faciliter les démarches. Oui, pas pour les fauteuils roulants électriques. Alors, j'ai une question à ça. Donc, Vincent Desmas, je vous en prie. Bonjour, je me proposais aussi d'intervenir. Nous, on intervient, je suis fondateur d'une structure qui s'appelle Atium et qui propose une solution de mobilité en milieu rural, de mobilité solidaire en milieu rural, destinée aux collectivités locales, en fait, pour les aider à mieux répondre au manque de mobilité sur leur territoire. Nous, on est complètement différent de ce qui a été présenté ce matin. Nous, c'est une plateforme de mise en relation entre passagers et conducteurs. Les passagers, notre service est ouvert à tout le monde. Malgré tout, les passagers sont essentiellement des personnes âgées qui utilisent le service. Et pour tout type de service, hein, c'est pour aller faire ses courses, pour aller à la banque, pour aller à la pharmacie, pour aller voir de la famille, etc. Des rendez-vous de santé. Concernant les conducteurs, c'est principalement des jeunes retraités qui se mettent à la disposition des habitants et également toutes les personnes qui sont en activité sur le territoire et qui tous les jours partent de leur domicile vers leur lieu de travail et par ce biais-là vont pouvoir déposer des trajets.
Donc, on a une solution qui est très, très, très solidaire. La plateforme, pour faciliter les demandes de trajet, a été créée autour d'un centre d'appel téléphonique et c'est ça toute notre particularité. C'est donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas un bon maniement des sites, des applications, qui n'ont pas toujours un bon réseau Internet, mais malgré tout de pouvoir faire leur demande de trajet. Et il suffit de nous appeler. Et en nous appelant, en fait, la demande part ensuite automatiquement par SMS et par email à tous les conducteurs qui se seront inscrits localement. Le premier qui est disponible valide la demande de trajet et le jour du rendez-vous, le conducteur va aller la chercher chez elle. Il l'emmène sur son lieu de rendez-vous. Il la récupère dans 90% des cas et la raccompagne. En sachant que lorsque le conducteur valide, il valide bien en connaissance de cause, il n'est pas du tout pris au dépourvu, c'est-à-dire qu'il a le lieu de départ, le lieu d'arrivée, le temps d'attente. En général, il en profite pour faire une course ou pour lui-même l'aider à faire ses courses. Il a la distance entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée et il a également le prix pour lequel il va être indemnisé, car le conducteur est indemnisé par le passager à hauteur de 0,35 centimes du kilomètre. Et c'est un tarif donc, qui est payé au passager, reversé au conducteur. Et le versement est fait directement par nous. Il n'y a aucun échange d'argent entre les passagers et les conducteurs. Tout passe obligatoirement par la plateforme. Bon, en plus de ça, bon, je pourrais être très long, mais je ne cherche pas du tout à monopoliser la parole, mais on a surtout mis en place un système qui est très intéressant, qui est, je le dis parce que c'est un vrai succès, c'est le système de paiement. Aujourd'hui, on fait du Blablacar à la campagne, à notre niveau à nous, bien sûr. Si vous-même, vous devez utiliser Blablacar, vous devez savoir que vous pouvez payer que par carte bleue. La carte bleue va être un frein pour les personnes âgées. Et c'est on a mis en place des chèques transport qu'on appelle des tickets mobilité d'une valeur d'1,25 €, carnet de 10, fournis à la collectivité. La personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas payer par carte bleue va aller acheter un carnet à l'accueil de la mairie, par exemple. Le jour de son trajet, lorsqu'elle va nous appeler, on va lui demander vous payez comment, carte bleue ou ticket mobilité. Là, elle nous répond par ticket mobilité et à l'écran, on a quoi? La distance, le montant et le nombre de tickets. Là, on lui dit il faudra donner 3 tickets au conducteur le jour de votre trajet. Le jour de son trajet, elle donne les tickets au conducteur et c'est nous ensuite qui payons directement le conducteur par virement bancaire. L'intérêt, il est double. On vient de donner la possibilité à des personnes en situation de précarité, interdit bancaire, sans carte bleue, qui ne souhaitent pas utiliser leur carte bleue, malgré tout, de pouvoir se déplacer et de payer leur trajet. Et deuxième chose, pour la collectivité, elle achète les tickets à prix coûtant. Elle a la possibilité de les revendre moins cher, ou même de les offrir aux gens en situation de précarité, interdit bancaire, sans carte bleue, plus de 80 ans, moins de 25 ans, etc., etc. Donc, il y a une vraie action, si vous voulez, avec le ticket mobilité. Je vous donne juste un chiffre. C'est 75% aujourd'hui des trajets sont payés en ticket mobilité. Voilà. Et combien de temps à l'avance il faut vous appeler pour réserver les trajets? Alors, nous, il n'y a aucun frein. L'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun frein. C'est-à-dire le service, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge, de revenus, etc. Et également, concernant donc à la fois les distances et à la fois la durée, il n'y a pas de frein. Maintenant, on n'est pas taxi. Donc, si on n'est pas là, il ne faut pas nous appeler pour dans la demi-heure, on aille vous chercher, on vous emmène. Il ne faut pas oublier, les conducteurs, ce sont des semi-bénévoles, ce sont des particuliers comme vous et moi qui se mettent à la disposition des habitants. Maintenant, vous pouvez faire une demande le matin pour l'après-midi. Par exemple, vous avez des médicaments à aller chercher à la pharmacie. Vous ne savez pas à l'avance s'il n'y a pas un conducteur qui est disponible pour aller vous chercher et vous allez vous emmener récupérer des médicaments à la pharmacie. Donc, il n'y a pas de limite. La distance, c'est la même chose. Par contre, on ne va pas faire un Paris-Toulouse. On est sur les milieux ruraux. Ça s'appelle de la courte distance, vous voyez, du court voiturage, on appelle ça. Mais bon, malgré tout, il peut y avoir des trajets des fois un peu plus longs. Et une fois de plus, vous ne pouvez pas savoir à l'avance s'il n'y a pas quelqu'un qui est disponible pour aller chercher quelqu'un, pour aller vous chercher, vous emmener, etc., etc. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, le jour de Noël, on a eu une demande faite par une maman pour aller chercher ses enfants le jour de Noël à la gare. C'était sur le Var. Le jour de Noël, un conducteur s'est rendu disponible pour aller chercher les enfants. On pensait, nous, de notre côté, qu'il n'y aurait aucune chance. Évidemment. Ouais. Le jour de Noël, elle a eu quelqu'un. Et c'est un exemple vrai, bien sûr. Voilà. J'ai une question, Vincent, pour vous. Dans le chat, on demande avec quelle mairie travaillez-vous actuellement et est-ce que vous cherchez de nouvelles communes? Alors, on cherche des nouvelles communes, mais la réponse, elle est évidemment oui, oui, oui. Le potentiel est énorme. Je vous donne juste quelques chiffres, c'est intéressant à savoir. 35 000 communes en France, 32 000 ont moins de 3 500 habitants. 32 000.
Et dans les 32 000, vous avez 10 000 communes en France qui ont moins de 1 000 habitants. Donc, je ne vous pose pas la question sur les problèmes de mobilité sur ces territoires-là. Il est énorme. Donc, aujourd'hui, même si on reste une jeune start-up, on est présent quand même déjà sur 17 départements. On pense peut-être 20 d'ici la fin de l'année et, allez, normalement 40 l'année prochaine. Donc, on a un déploiement qui est prévu, qui est important. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu, c'est éparpillé. On va être un petit peu sur l'Est, un petit peu sur le centre, un peu sur le Sud-Est. En fait, on répond aux demandes en fonction des collectivités. Si vous voulez, la porte d'entrée, c'est les collectivités, c'est les communautés de communes. Ça peut être des communes, mais c'est surtout les communautés de communes, puisqu'en fait, la particularité, c'est elles qui payent, qui financent le centre d'appel téléphonique pour ne pas pénaliser les passagers, les conducteurs. Un centre d'appel téléphonique, c'est coûteux. Et justement, pour le financer, c'est les collectivités qui s'abonnent. Et le deuxième intérêt, c'est qu'en s'abonnant, on va déployer toute une communication autour pour faire connaître le service. Et c'est par cette communication qu'on va générer le recrutement des conducteurs et bien sûr les demandes des trajets pour les passagers. Juste également une dernière phrase, Atium a été quand même le lauréat du prix d'innovation au Salon des maires au niveau national. Donc on a une vraie reconnaissance en fait, si vous voulez, au niveau de… On a une vraie solution, si vous voulez, de mobilité sur les territoires ruraux. Voilà. Je ne veux pas monopoliser plus la parole. Okay. Merci de m'avoir laissé faire cette intervention. Merci beaucoup, Vincent. Moi, je voulais juste rebondir. Je voulais juste rebondir en disant, déjà, ce que je trouve intéressant dans l'illustration de votre solution, c'est qu'on voit bien que vous avez pensé la solution, je dirais aussi plus large, en étant sur la question de, tiens, aujourd'hui, il y a un frein qui est la solution de paiement. Finalement, c'est pas lié à notre solution directement, mais il faut qu'on aille chercher aussi une solution derrière et développer un nouveau modèle. Donc, je pense que ça illustre bien ce que j'avais essayé de pouvoir aussi voilà, partager au début. Donc merci beaucoup. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est le lien avec les collectivités. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément qui est aussi essentiel. Les collectivités sont véritablement en charge de la question de la solution de la mobilité des seniors et elles ont une responsabilité autour de ça. Elles ont une responsabilité dans l'urbanisme, une responsabilité dans les services qui sont donnés, dans le fait qu'ils puissent être accessibles à tous. Et donc, c'est vraiment extrêmement important, je pense, en effet, de co-construire des solutions avec les collectivités, de réfléchir justement avec chacune en fonction de leurs problématiques, de comment est-ce qu'on peut adapter les solutions et d'avoir cette flexibilité aussi et cette réactivité à développer de nouvelles solutions. Donc, voilà, je voulais juste refaire ce parallèle-là et vous remercier pour cette initiative-là. Je pense qu'elle répond bien, en tout cas, à des problématiques qu'on a pu aborder. Surtout pour effectivement, les milieux ruraux, c'est des vraies questions. Et là, vous répondrez. J'en profite pour dire qu'on va répondre à l'appel à projet que vous avez lancé, bien sûr, et qui est avec Silver Surfer. Silver Surfer, oui, voilà. On est déjà dessus et impatient d'aller jusqu'au bout. Super. Mais en tout cas, Vincent, merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir et surtout poser des questions à nos intervenants qui sont ici présents? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir finalement conclure sur ce webinaire, sachant que comme il est enregistré, vous recevrez le replay par mail ainsi que les supports de présentation. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.